Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette webconférence du monde informatique consacrée à l'industrie. Alors effectivement, ce secteur d'activité est en pleine évolution à travers la digitalisation. Nous allons voir et évoquer plusieurs sujets, à la fois le cloud, Edge, l'IA, le jumeau numérique, la cybersécurité. Mais pour parler de tous ces sujets, je ne vais pas le faire tout seul, je serai accompagné de Célia Serramour. Célia, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, pour parler de ces différents sujets, nous aurons plusieurs intervenants. Tout d'abord, nous aurons Air Liquide qui sera avec nous pour dresser un petit peu l'état des lieux de l'industrie 4.0 à travers l'Internet des objets notamment, et puis la partie data. Ensuite, nous aurons une start-up qui s'appelle Skyreal, et avec elle plutôt, nous allons observer la partie réalité augmentée et la réalité virtuelle. Puis nous passerons à un autre sujet qui est à tendance sur la cybersécurité des systèmes industriels avec Rea Group. Enfin, nous aurons un témoignage de Nexans sur le jumeau numérique simulable, où nous verrons que le jumeau numérique simulable n'est pas que sur la partie industrielle, mais va un petit peu au-delà, et on évoquera la partie RSE. Bien évidemment, on n'oublie pas nos partenaires. Nous aurons le plaisir d'accueillir à la fois Boomi sur la partie intégration. Nous aurons aussi Tipco Software avec des évolutions autour de l'IA, de l'Edge, du cloud, notamment sur la partie data-driven. Et nous terminerons avec Dell Technologies, où là, nous allons évoquer la partie RSE. Voilà, une matinée riche en informations, riche en sujets. Et je vous propose tout de suite de démarrer par le premier intervenant. Pour débuter cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Dussard, directeur IT/OT de la branche d'activité Large Industrie au sein d'Air Liquide. Alain Dussard, bonjour. Bonjour. Alors peut-être une courte présentation sur qu'est-ce que c'est Air Liquide et justement la structure Large Industrie. Oui, Air Liquide, c'est une société du CAC 40, un leader mondial de la fourniture de gaz, de technologie et de services pour l'industrie et la santé. C'est 66 000 employés dans 75 pays pour 3,8 millions de clients et de patients dans le monde. Alors, particulièrement sur la branche d'activité large industrie, nous fournissons à nos clients des industries de la métallurgie, de la chimie, du raffinage et de l'énergie, des solutions gazeuses et énergétiques pour leur propre activité afin d'améliorer l'efficacité de leurs procédés et rendre les usines plus respectueuses de l'environnement. Alors on parle beaucoup d'industrie 4.0. En quoi, comment ça se traduit finalement chez vous ? C'est au travers du big data, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, mais aussi digital twin, que c'est une réalité des opérations d'Air Liquide. Nos sites actuellement de la grande industrie s'appuient sur donc, ces technologies numériques avancées, notamment un programme qui s'appelle SIO, Smart and Innovative Operation. Nous faisons donc levier sur la data et ces technologies dans un objectif d'excellence opérationnelle. Le suivi, par exemple, de la production, l'optimisation des procédés, le contrôle des consommations des ressources, la maintenance prédictive des équipements, pour bien évidemment plus de fiabilité et une optimisation de la consommation énergétique. C'est dans un but aussi d'amélioration de l'expérience client et de l'expérience employée que nous avons mis en place tous ces systèmes. Alors on le sait, le nerf de la guerre, c'est la data. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le plan Advance 2025 ? Advance est un plan stratégique d'Air Liquide à horizon 2025 qui place le développement durable au cœur de la stratégie du groupe avec 4 piliers qui sont réaliser une performance financière solide, décarboner la planète, l'hydrogène jouant un rôle clé depuis 50 ans d'expertise que nous avons en la matière avec le déploiement de technologies d'hydrogène bas carbone, de la production au stockage jusqu'à la distribution, mais c'est aussi contribuer au progrès par l'innovation technologique. On mise sur le potentiel du digital pour enrichir nos offres et donc améliorer notre efficacité opérationnelle. Et nous concentrons plus de 300 millions d'euros aux dépenses d'innovation, dont plus de 50%, donc 150 millions, sont alloués à la transition énergétique et au digital. Et puis le quatrième pilier, c'est Agir pour tous, pour les collaborateurs, les clients, les patients et nos actionnaires. Et au niveau du socle technique de ce programme, finalement, qu'est-ce que vous avez ? Au niveau du socle technique, on s'appuie sur un programme SCADA qui a été déployé depuis plus de 20 ans. Donc un SCADA est un système qui s'intègre donc à nos unités et qui capte de la donnée en temps réel depuis plus de 100 000 capteurs répartis sur l'intégralité de nos 212 sites que nous pilotons à distance. Mais c'est aussi au travers du programme SIO d'Air Liquide
que nous appuyons sur l'analyse des données de nos data lakes, des solutions de maintenance prédictive pour améliorer notre fiabilité, des usines d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, mais aussi pour améliorer la consommation énergétique. Consommation énergétique dit une optimisation dans ce domaine, c'est aussi une réduction de notre empreinte carbone. Il y a 7 centres opérationnels dans le monde, à Sao Paulo, à Houston, à Lyon, à Bruxelles, à Shanghai, Kuala Lumpur, Dubaï, donc globalement pour 212 unités, qui pilotent à distance une usine dans le monde, avec SIO, donc la grande industrie, elle exploite les données opérationnelles de ces usines en temps réel, avec 3 missions. Contrôler et piloter la production 24 heures sur 24 pour assurer la continuité de fourniture à nos clients et à nos dans le gaz industriel. Adapter en parallèle les consommations énergétiques en temps réel par rapport à des besoins clients et en fonction des variations du marché de l'énergie. Et puis mener des actions de maintenance prédictive pour assurer la disponibilité en continu et anticiper les incidents de production. On peut planifier les opérations de maintenance donc pour une meilleure expérience pour nos clients. Donc j'imagine qu'au-delà de tout ça, il y a aussi de l'automatisation derrière. Oui, effectivement, au travers, le programme SIO intègre aussi une automatisation, ce qui nous permet, au travers de ces centres, de pouvoir lancer des high-level remote commands qui nous permettent donc de piloter et d'envoyer un ordre à nos unités de production depuis nos centres de contrôle. Et est-ce que tout ça, finalement, ça implique des changements, je pense au niveau organisationnel, travailler différemment, des nouveaux métiers et gens qui changent de poste? Vous avez raison. Il y a une approche Air Liquide en la matière qui est basée sur une collaboration du business et de l'IT. On met au point des solutions qui, ensemble, qui répondent effectivement et efficacement aux besoins opérationnels. C'est vraiment travailler ensemble. C'est une organisation IT qui a une approche produit digitale qui permet d'apporter de la pérennité aux solutions développées avec des solution owners qui sont embarqués au sein des opérations. Gérer globalement et mondialement ce type de produits digitaux nécessite d'avoir une organisation qui est pérenne et une gouvernance forte. C'est aussi un changement d'organisation au sein de SIO Center. On a créé des équipes d'analystes qui peuvent configurer directement leurs besoins liés à leur activité dans les produits digitaux que nous leur fournissons sans faire appel aux équipes IT. Cela aussi grâce à des applications qui sont low-code. Et puis, il y a un changement organisationnel qui est en train de se créer au travers d'un programme autour de l'intelligence artificielle. Le programme s'appelle AI Readiness, avec une vraie ambition de former 300 personnes avec des capacités et des compétences en data science d'ici 2025, donc pour répondre aux besoins aussi du programme Advance. On a aussi dû créer des nouveaux métiers autour des équipes de design, de user research, au sein d'une Digital Factory pour de l'expérience client et de l'expérience utilisateur, pour justement s'assurer que les produits digitaux que nous fournissons répondent bien aux demandes de nos utilisateurs. Et évidemment, il y a une question qui se pose, c'est celle de la sécurité. Comment est-ce qu'on intègre la sécurité là-dedans? Vous avez tout à fait raison, la sécurité, par les temps qui courent, est essentielle. Sa sécurité au sein du site, quand je pense à la sécurité des personnes, est une priorité chez Air Liquide. On a, depuis des dizaines d'années, développé un programme autour du Safety First. C'est un peu la même chose pour la cybersécurité. La sécurité numérique, c'est un élément clé de notre stratégie de transformation, dans la mesure où il y a une convergence entre l'IT et l'OT. On voit bien que de piloter à distance nos unités, ça veut dire qu'on a un rapprochement entre l'informatique industrielle et l'IT classique. Et donc, on a lancé quelques programmes, notamment des sensibilisations aux employés qui sont sur le terrain, dans leur comportement individuel, dans leurs déplacements, la vigilance nécessaire face au risque accru de phishing, mais aussi au sein des opérations pour pouvoir détecter lorsque un événement potentiel peut se produire. C'est aussi la mise en place d'un programme dédié qui mobilise à la fois les équipes IT et informatique industrielle et des équipes donc métiers pour renforcer la sécurité des sites industriels et prendre en compte donc la spécificité de l'outil qui n'est pas la même que celle de l'IT. Et aujourd'hui, quel bilan vous faites finalement de la mise en place de ce plan? Ce qu'on peut dire, c'est que grâce à l'analyse des données de masse, donc le big data, qui combiné aux actions des opérateurs et des pilotes, des analystes en temps réel de nos centres SIO, et donc de nos experts en production et en data, notre programme mondial SIO nous permet vraiment de réduire les émissions de CO2 de nos unités de production. On optimise l'énergie.
c'est un des points forts, et donc on utilise aussi nos plans de production. C'est aussi ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, c'est un succès. Il y a aussi le suivi de la production, l'automatisation des procédés, le contrôle de la maintenance prédictive des équipements qui nous permettent d'améliorer la fiabilité. Et on le ressent au quotidien avec nos clients grâce justement à nos avancées sur ce domaine. Et peut-être un dernier point, quelles sont les évolutions qu'on peut attendre prochainement? Je pense que la donnée et l'augmentation de l'usage de nos données, on a un socle technique, comme je vous l'ai dit, qui est très important. Nous n'exploitons pas toute la donnée que nous avons à disposition et acquise depuis plus de 20 ans. Donc, ça sera toujours dans un souci de recherche de fiabilité, d'optimisation de la consommation énergétique. Ça, c'est vraiment le pilier de déploiement avec aussi l'usage de l'intelligence artificielle. On investit massivement, comme je vous l'ai dit, avec ce programme AI Readiness, plus de 300 personnes qui vont être formées dans ce domaine pour être un accélérateur d'usage et donc de création de valeur grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, Alain Dussart, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Et nous poursuivons cette matinée avec notre partenaire Boomi. Nous retrouvons à présent Bruno Labidoire, Senior Manager Pre-Sales Europe du Sud chez Boomi. Bruno Labidoire, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, une première question. Quels sont les challenges typiques que vous rencontrez, enfin plutôt que les entreprises rencontrent, lorsqu'elles mettent en œuvre un SI Industrie 4.0 ? Alors effectivement, l'industrie 4.0 apporte de nouveaux challenges. Le premier qui apparaît le plus souvent, c'est l'aspect temps réel. Aujourd'hui, on met en place des solutions IoT avec de volumes de données qui remontent en temps réel, qui permettent de bien comprendre ce qui se passe sur les chaînes de production, qui permet de réagir. Donc l'aspect temps réel, c'est vraiment un point clé dans la mise en œuvre de ces projets. L'autre élément qui arrive tout de suite derrière, c'est l'aspect volume de données. Effectivement, quand on a plus de temps réel, plus de messages qui circulent, eh bien, ça se traduit en grand volume de données, aussi bien sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire au moment de la production, que sur des parties ultérieures, des parties analytiques, où on va vouloir comprendre a posteriori si on a bien performé, comment on peut s'améliorer. Donc une double problématique de volume de données qu'il faut savoir bien traiter en temps réel et bien traiter aussi a posteriori. Et troisième élément qui revient souvent, c'est l'intégration des partenaires. Aujourd'hui, une industrie 4.0, c'est une industrie qui fonctionne avec des tas de partenaires, quelquefois des services, des équipements qui deviennent des services, qui peuvent être sur le cloud public, cloud privé, donc des nouveaux challenges de communication, parfois à travers Internet, et puis aussi parfois des composants de la solution qui se retrouvent déportés. On verra quelques exemples par la suite, mais tout n'est pas forcément dans une usine unique, sous la main, facilement accessible, donc ça pose aussi de nouveaux challenges. Alors quelles sont les tendances que vous observez aujourd'hui ? Alors, au niveau des tendances, on va voir tout ce qui est Intelligent Supply Chain, toute la partie supply chain intelligente. On va y retrouver des technologies qu'on connaît pour d'autres raisons, comme les crypto-monnaies, c'est la blockchain, qui permet d'avoir des certificats, des sécurités sur la validité des données, sur leur utilisation. Donc ça, c'est un point important. Le focus aussi qui a shifté. Avant, on voulait vraiment collaborer entre entreprises, et ça se passait bien. Mais aujourd'hui, on veut garder toujours le client final à l'esprit. Donc on parle de B2B2C. On fait de l'échange inter-entreprise, mais c'est dans le but de servir un client final. Et donc, on va aller plus haut dans la chaîne, en amont, pour partir de la commande presque, et puis aller plus bas dans la chaîne pour aller jusqu'à la livraison finale. Pas la livraison à l'autre entreprise, mais la livraison au client final. Donc, on va essayer d'avoir cette vue holistique du processus. Et tout ça, bien sûr, dans un contexte où on a de plus en plus de systèmes ERP performants, avec des fonctionnalités nouvelles, avec des entreprises qui sont dans ce qu'on appelle des phases de modernisation de l'ERP, où ils partent d'un ancien système souvent très monolithique à des solutions plus best of breed, avec des composants divers, aussi à intégrer. Donc ça, c'est vraiment les grandes tendances qu'on voit. Et ça va permettre de servir l'IoT, mais aussi ce qu'on appelle maintenant l'Internet of Goods, c'est-à-dire le bien final qu'on va véhiculer et qu'on va amener aux clients, les Anywhere as a Service, tout ce qu'on va pouvoir faire sous modèle de souscription. Et puis on va trouver des choses un peu plus modernes qui sont aujourd'hui en début d'implémentation, comme l'impression 3D, la réalité virtuelle, mais aussi des choses très concrètes comme tout ce qui est maintenance prédictive, parce qu'effectivement, une panne sur une chaîne de production, ça coûte très cher quand elle est inattendue. Donc on va utiliser toutes ces données qui remontent pour pouvoir prévoir à un instant T la bonne maintenance qui va faire que l'équipement ne va pas tomber en panne. Donc ça, c'est vraiment tout un aspect analytique aussi qui va compléter la solution.
Alors je crois que vous avez justement... Oui, tout à fait. On a quelques éléments complémentaires sur le sujet. Hein. Donc on va bien parler de tout ce qui est inventaire et supply chain. Donc capacité à commander au bon moment chez son fournisseur, capacité à gérer son inventaire en temps réel pour bien anticiper, pouvoir échanger la donnée et avoir une intégration de données et un management de la donnée qui se fasse en continu. Certains vont mettre en œuvre de l'intelligence artificielle, plus ou moins poussée, pour améliorer les rendements, parce que la problématique, c'est qu'effectivement, avec toute cette masse de données, il faut aussi parler d'hyper-automatisation, de pouvoir au maximum rassembler l'information pour enterrer une information de plus haut niveau qu'on va apporter à l'utilisateur métier, mais pas lui donner tous les détails de tous les messages échangés qui seraient absolument ingérables. Et on a parlé du blockchain, bien sûr, et on va optimiser au maximum l'IoT. Et ça ne peut se faire que si on a un IT, une Information Technology qui collabore avec l'OT, l'Operational Technology, pour pouvoir apporter un ROI, pour avoir des technologies qui ont un support élargi, pour pouvoir échanger dans un mode qu'on connaît depuis longtemps, qui est le mode EDI, mais aussi un mode beaucoup plus interactif, qui est le mode API. Et puis faire tout ça avec des solutions qu'on appelle low-code, no-code, qui sont des solutions qui permettent de configurer les traitements à effectuer et non pas à programmer, parce que l'aspect programmation prend trop de temps et on n'arrive plus à suivre le rythme imposé par le business pour pouvoir être plus efficace vis-à-vis du marché. Et à ce niveau-là, on voit une problématique supplémentaire chez certains de nos clients qui ont même besoin d'avoir une partie des traitements et une partie de la chaîne mise en place qui va sur des bateaux, donc avec des éléments qui sont déportés et qui vont communiquer via satellite pour rejoindre l'ensemble des traitements. Donc avec aussi toute une problématique d'être capable de fonctionner offline, puis de reprendre la connexion. Donc on voit une problématique maintenant très poussée et une intégration vraiment complète de la chaîne de valeur. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la partie iPaaS. Comment est-ce que finalement Boomi s'intègre là-dedans? Alors effectivement, l'iPaaS est un point très important. L'iPaaS, c'est d'abord une architecture qui est nativement sur le cloud, donc pas besoin d'installer des composants dans l'usine ou dans un data center. On a quelque chose qui est immédiatement accessible, qui est fourni au titre de la plateforme et qui va permettre à la fois de gérer de l'informatique classique. Donc typiquement, des clients vont pouvoir avoir une solution Oracle, une solution SAP. Donc ça, c'est l'informatique traditionnelle, mais qui est clé, évidemment, parce qu'on va y retrouver des commandes, des livraisons. Il faut intégrer tout ça. Et on va pouvoir, par exemple, intégrer, comme on l'a mis sur ce schéma, des éléments mobiles, un bateau en l'occurrence, qui va fournir un certain nombre d'informations. Et tout ça dans un contexte où aujourd'hui la cybersécurité est primordiale. Les RGPD sont primordiales aussi. Donc il va falloir pouvoir mettre la sécurité nécessaire sans empêcher les échanges et capturer toute l'information qu'on va remettre dans des lacs de données, dans des gisements big data qui vont permettre l'analyse poussée de ces informations dans la foulée. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous donner les 3 erreurs classiques à ne pas commettre justement dans un projet Industrie 4.0? Tout à fait. Alors, les 3 erreurs, je vais vous les dire dans quelques secondes. Je voulais peut-être apporter quelques éléments supplémentaires sur cette plateforme pour aller un petit peu plus dans le détail. Je crois qu'on a le temps. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment l'intégration des données qui est le composant principal. Donc, la capacité à faire communiquer tous les éléments de l'informatique traditionnelle et de l'informatique industrielle. On va pouvoir aussi gérer des données de référence. Le client, le catalogue de produits et services, ça fait partie des données de référence qu'il faut pouvoir centraliser pour s'assurer qu'elles sont les mêmes pour tous les systèmes. On en avait parlé, c'est l'aspect EDI, échange de données informatisées, mais qui est en train de bouger vers un autre composant qui est l'API Management, qui permet d'être beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fin et beaucoup plus interactif avec ses partenaires. Et tout ça dans une optique où il faut automatiser, c'est l'hyper-automatisation, il faut simplifier, il faut augmenter la flexibilité et la vitesse des traitements pour pouvoir avoir un fonctionnement maximum. Ce qui permet de revenir à votre question sur effectivement les 3 écueils à bien éviter. Et là, on est vraiment dans l'aspect 1, temps réel. Bien penser son architecture pour avoir les composants temps réel nécessaires. Et ça veut dire quelquefois avoir plusieurs composants, parce que la problématique qui consiste à ramener toutes les données IoT n'est pas la même que celle qui consiste à faire communiquer des applications ERP et CRM. Et il y a des solutions mieux adaptées à un cas comme dans l'autre. Donc il faut vraiment penser son architecture avec ses volumes, avec ses contraintes de temps de réponse. Donc l'aspect temps réel est vraiment
vraiment clé à ce niveau-là. L'aspect volume de données, tout cet IoT, toutes ces communications, ça génère beaucoup de choses. On veut en général tout garder parce qu'on veut pouvoir analyser et on ne sait pas en avance de phase qu'est-ce qui est significatif. Donc il faut tout garder, donc des gros volumes. Et là aussi, le cloud va pouvoir apporter des réponses supplémentaires parce qu'on va pouvoir avoir une informatique standard qui sait gérer un certain niveau de performance. Et si à un moment donné, on a des pics de production, s'il faut aller plus vite ou si on a changé les processus et que ça génère plus d'informations, on est capable de déclencher des ressources sur le cloud qui vont nous permettre de faire ça en complément du système standard. Donc ça, c'est important aussi à penser. Comment faire un système qui soit à la fois bien dimensionné, mais qui ait une capacité en termes de scalabilité et de prise en compte de pointes de fonctionnement. Et puis enfin, c'est l'intégration des partenaires, effectivement, l'intégration des unités mobiles de production qui vont pouvoir compléter ce processus. Donc vraiment les 3 points à bien vérifier pour ne pas se retrouver bloqué avec une solution qui serait sur le papier correcte mais qui ne délivrerait pas la performance attendue ou la rapidité attendue. Bruno Lavidoire, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et nous poursuivons cette matinée. Alors nous accueillons à présent Hugo Falgaron, fondateur et dirigeant de Skyrail. Hugo Falgaron, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser une première question toute bête. Est-ce que vous pouvez nous présenter Skyrail? Bien sûr. Donc, Skyrail, on est une entreprise on va fêter nos 5 ans. Et donc, on travaille dans le développement d'éditions logicielles dédiées aux expériences immersives. Et donc, notamment, tout ce qui va être réalité virtuelle, qui va être dédié à du monde de l'industrie, notamment des ingénieurs, qui vont permettre de se projeter dans une réalité à venir et pouvoir offrir des fonctions métiers des ingénieurs. Alors, pour revenir sur les technologies que vous utilisez, c'est lesquelles alors, en fait, l'idée fondatrice un peu de ce qu'on a fait, c'est de s'appuyer beaucoup sur les technologies du grand public et notamment du jeu vidéo et de faire en sorte de s'appuyer sur ces technologies-là qui sont très compétitives, notamment pour des capacités d'affichage et des devices qu'on pourrait utiliser, des équipements, pour les faire dans un usage professionnel. Donc les technologies qu'on utilise, c'est vraiment à la fois des équipements d'affichage, comme des casques qui se trouvent ici, ou alors, et en même temps, des technologies d'affichage du monde du jeu vidéo, exactement telles que les technologies qui sont utilisées dans Fortnite, un monde de jeu vidéo bien célèbre, qui est célèbre pour sa réussite, mais aussi qui est très célèbre pour sa performance technologique. Et donc, en fait, on se sert de ces technologies-là dans un monde industriel, dans lequel on va afficher non pas des scènes de jeu, mais vraiment des scènes industrielles qu'on va projeter. Vous êtes plutôt parti du jeu vidéo. Et, dans le monde industriel, on entend beaucoup parler aussi du PLM en général, sur la partie technologique. C'est quelque chose qui est complémentaire ou c'est deux choses distinctes C'est vraiment ça, c'est qu'on fait la convergence entre les données du PLM, donc vraiment toutes les données CAO, les modèles 3D de nos clients, et on vient les déverser dans cet environnement jeu vidéo qui va permettre d'avoir une interactivité, un rendu, une capacité d'interagir avec les uns les autres, qui va être vraiment très très fluide et très ergonomique. Et justement, moi je voudrais rebondir juste sur les cas d'usage de la solution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on applique ça au secteur industriel? C'est une très bonne question et ça fait partie des choses qu'on explique beaucoup avec nos clients et en fonction de nos clients, on essaie de bien. Donc en fait, on distingue un peu 4 familles d'usages dans ce qu'on a chez nos clients qui sont souvent des industriels. D'abord, il y a les premiers, c'est ceux qui développent et donc on va être avec les ingénieurs en bureau d'études et cette solution va être très importante pour les revues de projet. Donc, quand on va développer un projet de grande taille à l'échelle 1, une fusée, un système de transport, un bâtiment, une gare, une centrale nucléaire, un EPR, le fait de pouvoir voir le système où il est dans sa conception à l'échelle 1 avec les intervenants, avec tous les participants, les fournisseurs, les clients et toutes les personnes, même ceux qui vont payer, enfin toutes les personnes-là, on va pouvoir se mettre dans cette scène, regarder et tous ensemble, on va dire est-ce que c'est bien ça qu'on veut, est-ce que c'est le projet qui va fonctionner et les gens en charge, je sais pas, de la construction, les gens en charge de la mise en œuvre ou de l'opération vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent et on va gagner énormément de temps dans l'itération de ce projet pour arriver à le délivrer rapidement et qui va permettre d'arriver à ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que en gros, on accélère la construction du monde de demain puisqu'on va permettre finalement à ces grands projets ambitieux, innovants, de se réaliser plus vite en concrétisant très facilement une idée, un concept, pouvoir se mettre dedans et dire ok, est-ce que c'est bien ça qu'on veut. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage, c'est tous les gens dont le métier, c'est de valider un projet, de dérisquer
et notamment de s'assurer que ce n'est pas dangereux, que ça va aller. Donc ça va être des métiers d'ergonomie, des gens qui travaillent dans la logistique, des gens qui se mettent dans la place de l'opérateur ou d'une personne qui interagit avec un système et qui veulent voir est-ce que je ne vais pas me blesser, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va plaire. Et donc ils veulent interagir avec vraiment dans un usage pour voir est-ce que c'est bien ça qui fonctionne, est-ce que je parle avec tous les critères qu'il peut y avoir. Et en fonction des industries, les critères ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est souvent, je veux vérifier qu'il n'y a pas d'enjeu par rapport à un homme pour faire ça. Et rien de tel que d'être à l'échelle 1 face au produit, et puis pour comprendre les différents enjeux qui sont. Le troisième, c'est la formation. Donc c'est une fois qu'on a créé cet univers, ça va être un moyen formidable d'économie pour former des gens à appréhender un environnement avant que cet environnement arrive. Et là, on le voit par exemple avec General Electric qui fait des éoliennes. Former des gens à aller travailler dans des éoliennes en haute mer, forcément, si on est capable de le faire de manière virtuelle avant, je veux dire, ils vont gagner énormément de temps à former toutes les équipes pour que le jour où ils décident d'aller avec des bateaux, des hélicoptères pour faire l'éolienne, pour faire de maintenance et tout ça, les gens, ils auront été appris, ils auront formé, ils auront dérisqué et tout ça. Et le quatrième sujet qu'on voit beaucoup qui fonctionne bien, c'est toute la partie avant-vente, c'est-à-dire ça va être un support un peu comme aujourd'hui, vous allez avoir chez un cuisiniste qui va vous montrer un rendu réaliste d'une cuisine et ça va vous donner envie d'acheter puisque vous allez pouvoir avoir un rendu, quelque chose de très qui va vous impliquer émotionnellement dans votre produit. En fait, le rendu est tellement puissant, c'est aussi un élément de vente. Et on a beaucoup de clients qui vendent des produits très techniques, des robots, des choses comme ça. Et le fait de pouvoir montrer un robot en train de travailler sur une tâche très technique et tout ça, ça permet de convaincre et de gagner des appels d'offres. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les grands appels d'offres industriels aujourd'hui, l'usage de la réalité virtuelle est devenu vraiment maintenant un must-have pour gagner ces appels d'offres et pour dire aux clients, regardez ce que ça va donner, mon produit dans votre contexte et tout ça. Alors je vois que vous avez un exemple de casque. Finalement, vous êtes agnostique, ça marche sur l'ensemble des casques? Donc ça marche sur tous les casques. Alors pour être tout à fait complet, donc il existe 2 familles de casques qu'on appelle des casques, qu'on appelle très symboliquement filaires. C'est-à-dire qu'en gros, ce casque, quelle que soit la marque, il y a plusieurs modèles qui existent, mais en gros, c'est juste un affichage d'une image calculée par un ordinateur. Okay, donc on s'appuie sur un ordinateur, comme un écran, il est relié et il affiche dans le casque. Il y a d'autres familles de casques qui sont des casques qu'on appelle autonomes, qui seraient plutôt similables à un smartphone. C'est-à-dire que c'est vraiment un smartphone qu'on a sur la tête, dans lequel on a juste une étanchéité. Et donc ça, c'est une autre famille de casques, des casques autonomes. Il y en a beaucoup, c'est un peu moins cher, mais bien sûr, les performances sont bien en deçà, parce qu'on ne va pas pouvoir charger la même chose, puisque là, on s'appuie sur les ressources de l'ordinateur, alors que dans l'autre cas, on se ressource sur des ressources d'un smartphone. Et donc, effectivement, on ne va pas avoir les mêmes capacités. Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples à nous fournir qui sont peut-être symptomatiques ou en tout cas emblématiques justement de la réalité virtuelle à l'intérieur de l'industrie? Alors, oui. Donc, un de nos clients, je vais en donner 2 par exemple, mais par exemple, un de nos clients un peu historique, c'est Ariane Group. Donc aujourd'hui, ils ont, depuis maintenant, on travaille avec eux depuis 2019, et donc on a signé un contrat notamment par rapport au programme d'Ariane 6. Donc c'est un programme qui était bien sûr très ambitieux, et donc ils ont mis en place la réalité virtuelle parce qu'ils avaient des objectifs bien sûr de délai, de coûts importants, et qu'ils avaient sur un projet ambitieux et qu'il fallait tenir ça. Et donc on les a accompagnés, donc en quoi la réalité virtuelle les a aidés, c'est vraiment sur les équipes programmes, c'est-à-dire qu'en gros les gens qui sont en charge du développement de ce programme pour tenir les grands enjeux industriels qui se trouvent à Paris. Donc eux ils pilotent les objectifs du programme et ils sont en responsabilité au global du projet. Et donc, grâce à la réalité virtuelle, ils ont la capacité, ces ingénieurs en chef, ces directeurs de programme, de piloter le programme et de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il y a des décisions, il y a des revues de projet. Donc, le programme a des jalons, des jalons de validation, où ils sont capables de dire, OK, on a validé cette partie-là, on passe à la suivante, ainsi de suite. Et ces jalons ont été faits en partie grâce à la réalité virtuelle, puisqu'ils ont pu se mettre avec l'ESA, avec les clients, les différents partenaires, dans cette réalité virtuelle pour dire, OK, on a compris, on a pris la décision de prendre une option plutôt qu'une autre, ainsi de suite, et d'avancer comme ça dans le programme. Et au-delà de l'aéronautique, quels sont les autres secteurs où vous intervenez? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, donc effectivement, il y a d'autres secteurs. Je vous ai parlé de la partie General Electric, qui travaille dans la partie énergie. Donc, on a d'autres clients dans l'énergie, comme Framatome ou Technicatom. Donc, en gros, dès que c'est des choses de grande taille, qui ont une certaine complexité industrielle, ça va avoir son milieu. On a des clients qui sont aussi dans l'automobile, qui font des outillages et des systèmes de production qui vont être aussi une certaine complexité, où la performance elle est recherchée, donc qui peuvent être des fournisseurs. Et on a aussi, par exemple, du côté naval, on a Naval Group, bien sûr, qui est un grand systémier qu'on connaît bien. Et là, pareil, ça va être des grands systèmes, des grandes problématiques d'encombrement, de montage et tout ça. Donc on retrouve des métiers très similaires.
Et au niveau des évolutions qu'on peut attendre, est-ce qu'il y a une nouvelle version de SkyRail en cours, autre chose? Alors, il y a plusieurs choses en cours, effectivement. La première, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur une technologie là, qui est le moteur de jeu de Fortnite qui s'appelle Unreal Engine. Et donc Unreal Engine vient de sortir une version qui s'appelle Unreal Engine 5. Il faut voir qu'ils sortent des versions tous les à peu près 5-6 ans, on va dire. Et ils ont amené le niveau de performance vraiment très très haut, à la fois dans leur capacité d'affichage. Donc maintenant, ce qu'ils disent, c'est qu'on n'a plus besoin de compter le nombre de polygones qu'on affiche, il n'y a plus de limite. Donc je suppose que vous avez pu voir, il y a pas mal de vidéos qui ont tourné pour montrer, et ils ont aussi fait énormément de choses, donc c'est notamment pour le jeu vidéo et le cinéma, c'est dédié à ça, mais on va servir tout ça, et aussi la capacité d'afficher de la lumière, c'est-à-dire il y a des technologies de temps réel qui permettent de faire des rendus de lumière sans avoir à faire comme on connaît au cinéma, c'est-à-dire des calculs d'image par image, avec à chaque fois chaque image plusieurs minutes, voire plusieurs de temps. Donc maintenant tout ça c'est du temps réel. Alors, pour nous, l'impact est mineur, mais on va dire globalement, on est sur, pour répondre à votre question, sur une nouvelle version de SkyRail qui va être sur cette nouvelle technologie qui est déjà en soi, qui ramène le niveau de standard de la réalité virtuelle très très haut sur la qualité du rendu, les qualités de performance d'affichage très très hautes. Le deuxième volet sur lequel on travaille, c'est la capacité de déployer ça en interne. Donc, beaucoup de nos clients, ils démarrent par un projet avec un ou deux, postes. Et puis après, c'est des postes qui sont en général partagés entre plusieurs équipes. Puis après, ils en prennent 3, 4, ainsi de suite. Et donc, nous, on a préparé depuis quelques temps la capacité de déployer ça. Donc, un peu l'image d'un PLM dont vous parliez tout à l'heure, c'est comment on va créer finalement un réseau, une plateforme qui va connecter tous ses clients dans une entreprise qui va vouloir dire j'en prends 100 ou 50 ou ainsi de suite, et comment on va créer toute une infrastructure pour mettre ses clients en réseau, pour les faire fonctionner. Donc aujourd'hui ça fonctionne de manière unitaire, mais on a vraiment créé une plateforme complète d'authentification, de gestion des données, qui va permettre à tous les utilisateurs de se retrouver en fonction de leurs droits et de pouvoir collaborer à distance, ainsi de suite. Et puis bien sûr, le troisième point, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la solution ne fonctionne pas sur les casques autonomes, pour des raisons de performance dont je vous ai parlé sur les smartphones. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles, c'est une tendance du marché où les gens vont aller beaucoup sur ces casques qui sont extrêmement... c'est tiré par Meta qui a lancé le casque Oculus Quest 2, qui est bien sûr une référence du marché, et, donc tout le monde les a, donc notamment il y en a beaucoup à la maison, tout ça, donc on est un peu obligé de trouver une solution pour y aller, puisque c'est une demande de la clientèle de dire on veut pouvoir se servir de ces casques-là, donc ça fait partie des choses qui vont être à l'ordre du jour pour nous là, dans notre feuille de route dans les mois à venir. Hugo Falgaron, merci beaucoup. C'est moi qui vous en remercie. On passe à la séquence suivante. Suite de cette matinée et de cette webconférence consacrée à l'industrie avec Thomas Ferron. Thomas Ferron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes lead solution architecte chez TIBCO Software France. Et avec vous, on va évoquer les notions de cloud, de edge, d'intelligence artificielle et surtout notamment à travers la data. Alors peut-être la première question, on sait que l'industrie en tout cas est assez friande aujourd'hui de data, mais il reste plusieurs problématiques, l'extraction, le traitement et le temps réel. Comment finalement on adresse ces problématiques-là ? Alors effectivement, comme vous venez de le mentionner, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte quand on est dans le monde industriel et dans la collecte d'informations. Déjà, le premier élément, c'est qu'on est dans des milieux très hétérogènes. On va retrouver différents vendeurs d'IoT, différentes technologies qui sont utilisées, des contraintes industrielles dans lesquelles on doit se dérouler. Et il faut trouver effectivement des mécanismes pour remonter ces informations, donc pouvoir s'équiper au niveau de ces systèmes-là. Et le besoin, c'est vraiment de pouvoir collecter ces informations et de pouvoir finalement transmettre toutes ces données à des systèmes qui vont pouvoir les exploiter, alors les exploiter en temps réel, les exploiter, on verra quand on va parler de jumeaux numériques, peut-être sur des temps un peu plus longs, tout ça pour aider à la prise de décision sur ces systèmes-là, sur une prise de décision au plus tôt de l'information qui va permettre d'augmenter la qualité des différents systèmes. Donc ça, c'est bien les objectifs que l'on suit, que nos industries, que l'industrie souhaite mettre en place. L'un des enjeux, c'est effectivement aujourd'hui, on a un volume de données qui est de plus en plus important et se pose la question comment on peut industrialiser cette remontée d'informations, comment on peut mettre de l'intelligence au plus près au niveau des capteurs, mais également, encore une fois, remonter vers des systèmes centraux pour visualiser cette information, pour pouvoir la traiter, prendre des décisions en amont ou directement sur les systèmes. Donc aujourd'hui, quand on parle de collecter l'information, c'est les capacités vraiment intrinsèques qu'on doit mettre en œuvre
qu'on doit proposer au niveau applicatif qui permettent d'échanger cette information du capteur directement vers ces systèmes-là. Donc on va parler d'IoT Gateway sur laquelle on va retrouver un certain nombre d'intelligences, sur laquelle on va remonter un certain nombre d'informations. Et on va pouvoir y adosser aussi, par exemple, du machine learning directement sur ces systèmes-là. Et on va pouvoir remonter cette information vers des systèmes centraux qui permettent de centraliser finalement de manière transverse, et c'est la clé aujourd'hui de ces remontées d'informations, hein, c'est bien d'agréger l'ensemble des informations dans des systèmes centraux pour pouvoir les exploiter au mieux. Alors finalement, est-ce que c'est une étape nécessaire, cette collecte, ou est-ce qu'il y a d'autres étapes qui sont nécessaires? Alors c'est l'étape principale, c'est l'étape initiale sur laquelle on va pouvoir s'adosser. L'idée étant effectivement cette remontée d'informations, encore une fois sur des gros volumes, va être clé dans la mise en place de stratégies autour de l'exploitation de la donnée au niveau industrie. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle ici de plusieurs usines, hein, donc il y a une vision autour de l'usine en elle-même, donc centrée et autonome au niveau des différents systèmes qu'on va retrouver d'usinage, mais également des remontées d'informations croisées sur différentes usines sur lesquelles on va retrouver des besoins de visibilité et d'exploitation. Donc l'idée derrière ça, c'est effectivement d'avoir une vraie stratégie de collecte de l'information qui va permettre finalement d'asseoir des démarches complémentaires. On va parler potentiellement de jumeaux numériques, on va parler de machine learning qui ont besoin de ces informations. Plus j'ai d'informations, plus je suis précis, plus la qualité de ce que je vais pouvoir produire sera meilleure. Une des problématiques qu'on a aussi, est-ce que ça rentre à l'intérieur de la stratégie d'avoir des traitements au plus près de l'équipement ou en tout cas de l'usine de production? Donc là, c'est ce qu'on parle du edge notamment, vous parliez de la partie machine learning, d'avoir justement cette collecte et ce traitement, j'allais dire, en temps réel ou en tout cas dans la même unité et de manière plus fluide et plus performante. Effectivement, l'un des objectifs, quand on va parler machine learning notamment, c'est cette capacité de mettre ce qu'on appelle de l'intelligence, hein, c'est des solutions applicatives qui viennent collecter l'information et qui savent déjà réaliser un certain nombre de traitements, une certaine logique pour pouvoir restituer provenant de différents capteurs et prendre des décisions. Des décisions automatisées. Par exemple, j'atteins un certain seuil de température sur un engin industriel, sur une machine industrielle, et je vais prendre la décision de stopper la machine parce que j'arrive à un seuil critique. Donc le fait de stopper cette machine-là, c'est une décision qui est simple potentiellement à prendre, mais qui peut être sur du long terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir une variation, et quand j'ai un certain seuil, sur un certain temps, une agrégation d'informations qui me permettent de dire je dois à ce moment-là déclencher soit une alerte, soit une action directement vers le système, c'est toujours mieux quand on est près de ces systèmes-là. Mais c'est des informations aussi qu'on peut remonter. On peut aussi filtrer un certain nombre d'informations qui sont remontées aux systèmes centraux, qui permettent de limiter de manière plus intelligente l'information. Donc on a vraiment une stratégie qui est double, une stratégie qui est plus proche des systèmes d'information, et une stratégie aussi de s'appuyer sur cette remontée d'informations vers des systèmes centraux qui, eux, vont pouvoir exploiter toutes ces données-là, par exemple créer un certain nombre de modèles appliqués, de machine learning par exemple, qu'on va pouvoir décorréler, travailler en amont, puis redescendre sur les différents systèmes. Donc ça apporte vraiment de l'agilité dans ces mécanismes-là. Alors Thomas Ferron, on a vu qu'il y avait la théorie, maintenant il y a la pratique. C'est quoi les cas concrets? Est-ce que vous en avez à nous partager? Alors effectivement, chez Tyco, on a la chance d'être partenaire d'une écurie de F1, hein, Mercedes, qui exploite aujourd'hui nos solutions dans ces systèmes-là, par exemple au niveau des souffleries. L'idée étant effectivement de mettre en place des jumeaux numériques et la collecte d'informations est clé. Comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est que de mettre en place une soufflerie sur une F1, ça coûte cher. C'est des mécanismes à mettre en place assez complexes. Et donc l'idée étant de capter un maximum d'informations sur la voiture en soufflerie
et de réexploiter, de capter ces informations, donc des volumes très importants à ce niveau-là, et de créer un jumeau numérique, tant sur la qualité que sur la volumétrie de ces informations, pour pouvoir rejouer. Et aujourd'hui, Mercedes utilise nos systèmes pour rejouer en fait un certain nombre de modèles sur la base de ces jumeaux numériques. Donc ça, c'est un des premiers cas d'usage qu'on peut retrouver, qui est un cas d'usage assez sympathique, parce que pour le coup, ça parle à tout le monde. Dans le monde un peu industriel, aujourd'hui, on travaille aussi avec un semi-conducteur français, ST Microelectronics, qui utilise nos solutions également, mais dans un objectif un peu plus d'agilité, et avec lesquels on travaille aujourd'hui sur des études sur comment équiper justement au plus proche des usines, au plus proche des capteurs. Ils ont des contraintes industrielles assez fortes. Autour, par exemple, des salles blanches, sur lesquelles le Wi-Fi n'est pas forcément, ne fonctionne pas, parce que c'est des systèmes particuliers pour la création exactement pour la création de wafers. Et donc, l'idée étant de voir comment on peut équiper des machines existantes, de nouveaux capteurs d'information qui viennent améliorer la qualité de production. L'objectif, c'est limiter le nombre de rebuts, le nombre de rejets, donc d'autant plus que c'est un secteur qui est très critique aujourd'hui. Et on travaille avec eux sur des stratégies de recollecte d'informations, d'intelligence posée au plus près de ces systèmes-là, mais également de remontées transverses sur lesquelles on va pouvoir capitaliser, créer des modèles et les réappliquer. Donc vraiment dans des équipes métiers différentes. Peut-être juste pour mettre encore d'autres cas d'usage sur d'autres sociétés, et justement pour voir finalement quels sont les bénéfices du data-driven qui sont générés par le traitement des données justement. Alors effectivement, les bénéfices attendus, c'est vraiment la stratégie que l'on veut porter par rapport à ces choix-là. Quand on parle de stratégie, c'est effectivement la collecte, la visualisation, l'analyse de ces données-là qui sont clés dans les choix qu'on va faire. Les bénéfices qu'on va attendre, ça va être l'industrialisation de ces mécanismes-là. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui proviennent d'usines. Le métier, au niveau des différentes industries, ont ce besoin-là. Donc il y a beaucoup d'initiatives de développeurs très, très spécifiques qui répondent à ce besoin. Et l'un des enjeux, c'est la mise à l'échelle, cette exploitation un petit peu transverse de cette mécanique. Et donc l'objectif de nos solutions aujourd'hui, chez TIBCO, est de pouvoir finalement accélérer cette mise en place, fournir des outils transverses qui répondent à ces enjeux-là, donc qui apportent de l'agilité également, parce que l'objectif, même si on a un système qui standardise les remontées d'informations, l'exploitation, la visualisation, on a quand même besoin d'agilité parce que chaque usine est différente, donc il y a besoin d'adaptabilité sur ces éléments-là. Et ça va nous permettre d'introduire des notions plus prédictives, plus prescriptives sur les usines. Et ça apporte quoi comme bénéfice? On va avoir une meilleure qualité de production, moins de rejets potentiellement, donc un gain réellement significatif au niveau de la production. Thomas Ferron, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et nous poursuivons maintenant cette émission. Suite de cette matinée LMI consacrée à l'industrie, je reçois maintenant Patrick Hébrard. Patrick Hébrard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Cybersecurity Advisor chez Rea Group. Alors, peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous définir en tout cas qui est Rea Group et puis en quoi consiste votre fonction? Oui, alors, Rea Group, donc, c'est un groupe d'à peu près 800 personnes réparties dans 11 pays européens, 10 pays européens, plus le Canada, 40 langues parlées, donc c'est pour vous dire si on a une composante pan-européenne qui est extrêmement marquée dans l'entreprise. Notre groupe, qui vient de monter sa filiale France depuis le mois de décembre, donc c'est assez récent, vous voyez, à peu près 6 mois d'existence en France, pour à peu près une cinquantaine de personnes en France, sur les 800. Donc nous, on est spécialisé en ingénierie des systèmes spatiaux et en cybersécurité. Et évidemment, avec un focus particulier sur la cybersécurité des systèmes spatiaux, qui est quand même quelque chose de très particulier de par les contraintes qu'il y a, les contraintes physiques qu'il y a d'envoyer des satellites dans l'espace. Nos clients sont essentiellement les grandes agences spatiales européennes, mais aussi le ministère, un certain nombre de MOD, de ministères de la Défense, néerlandais, italiens. On est présent à l'OTAN également, à Bruxelles, etc. Donc un périmètre d'activité assez vaste dans tout le spectre de l'ingénierie spatiale. Voilà. Et donc votre fonction, vous êtes spécialisé sur cette partie cybersécurité industrielle, on va dire. Oui, absolument. Donc, je suis donc expert senior en cybersécurité et conseiller auprès de la direction générale. D'accord.
Et est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux, je dirais, de la problématique justement de la sécurité des systèmes industriels? Alors, les systèmes industriels sont... vous savez, dans la dichotomie qu'on fait, il y a en général 3 grands types de systèmes, comme on dit. Les systèmes, l'IT, les systèmes temps différés, bon, très connus, qu'on sécurise depuis assez longtemps, même s'ils sont faillibles, pour autant, il y a quand même un certain nombre de produits et puis de méthodes, etc. Ensuite, il y a les systèmes temps réel, dont le temps de réponse est de l'ordre de la milliseconde, et puis les systèmes dits industriels, dont le temps de réponse est plutôt la microseconde, et pour lequel, effectivement, c'est l'ensemble des systèmes de type SCADA, enfin, on en a déjà parlé, hein, EPR, enfin, etc. Basés sur des automatismes industriels qui sont extrêmement contraints et qui gèrent à la fois des capteurs et des actionneurs, avec relativement peu d'interférences avec les humains, contrairement d'ailleurs au système IT. Donc ces systèmes qu'on appelle OT, répondent à de très fortes contraintes industrielles, et par nature, historiquement en tout cas, sont moins bien sécurisés et protégés parce que ils ont été intégrés très tardivement au reste des systèmes de l'entreprise, quoi. On dit d'ailleurs, enfin dans l'historique, si vous voulez, qu'on a pris conscience de la fragilité de ces systèmes-là en 2010 avec l'apparition de l'opération Stuxnet, enfin la découverte de l'opération Stuxnet, hein, qui a donc compromis des systèmes d'enrichissement d'uranium en Iran, et basé sur des automatismes industriels Siemens en l'occurrence. Justement, l'évolution des menaces, vous avez parlé de Stuxnet, qui était plutôt un groupe, on va dire, soutenu par des États, en l'occurrence les États-Unis et Israël. Aujourd'hui, c'est le même type de menace où on voit évoluer vers des groupes peut-être plus structurés, là pour le coup des cybercriminels? Alors effectivement, autant dans l'IT, on a vu des systèmes à base de ransomware qui vraiment mettaient à plat des entreprises, des structures, des hôpitaux notamment. Pendant le Covid, on l'a vu, ça a d'ailleurs extrêmement choqué les gens. Et il y a le même type de phénomène, effectivement, basé sur des systèmes qui viennent paralyser en fait le système de production industrielle, sur le même principe, quoi. Et comme ces systèmes sont par nature moins bien protégés, c'est d'autant plus facile d'injecter des vers, en tout cas, qui viennent corrompre ces systèmes-là, quoi. On a vu j'allais dire l'épisode le plus emblématique ces derniers temps, c'était le Colonel Pipeline, où justement l'objectif c'était de désorganiser complètement la production et surtout la distribution d'essence ou en tout cas de pétrole. Finalement, on est plutôt dans l'ère du cybersabotage. Oui, effectivement. Autant si vous voulez, les grandes menaces, en fait, elles vont attaquer 3 propriétés fondamentales de l'information: la confidentialité, la disponibilité ou l'intégrité. Sur l'IT, effectivement, c'est beaucoup la confidentialité et l'intégrité. Bon, aussi la disponibilité, c'est typiquement le cas du ransomware, hein. Sur l'OT, on a assez peu de propriétés de confidentialité. Enfin, les caractéristiques du système sont en général assez peu confidentielles. Par contre, la grosse contrainte qu'on a, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que le système doit fonctionner et doit fonctionner comme il est prévu qu'il fonctionne. Donc l'intégrité et la disponibilité sont vraiment deux propriétés très importantes sur l'outil, qu'il est très facile de corrompre, hein, effectivement. Alors maintenant qu'on a dressé, entre guillemets, le tableau sur l'état des menaces, comment on adresse finalement la cybersécurité sur ces systèmes en particulier? Alors, effectivement, nous, on est confrontés à une instantiation particulière de ces systèmes dans le domaine spatial. Alors, un système en production, globalement, c'est assez compliqué à arrêter pour des mises à jour fréquentes. Regardez, sur un système Windows, vous avez des mises à jour, on va dire, tous les 2-3 jours, non, si ce n'est pas tous les jours, enfin très fréquemment. Mais c'est impossible sur un système en production de l'arrêter pour des mises à jour aussi fréquentes. Puis d'abord, il n'y a pas forcément de ce rythme de mise à jour. Donc ça, c'est une première difficulté. En plus, pour rechercher les vulnérabilités, donc pour faire du pen testing, les clients sont extrêmement frileux quand bien même il faudrait arrêter le système, à aller faire du pen testing sur des systèmes comme ça qui sont quand même très compliqués à remettre en état. Donc
une des techniques qu'on a pour, comment dire, analyser, rechercher les vulnérabilités et puis proposer des solutions, c'est de travailler sur des jumeaux numériques. Donc cette notion de jumeaux numériques ou de cyber range, pour lequel on va modéliser le système d'information qu'on cherche à tester, on peut le faire dans un espace donc cloisonné de jumeaux numériques, et là on va pouvoir effectivement travailler absolument comme on veut et même aller très loin, puisqu'on ne travaille que sur des choses virtuelles et pas sur l'objet réel. Une fois qu'on a mis au point ces politiques de sécurité, on pourra les implémenter beaucoup plus facilement dans le système OT. Donc ça c'est une vraie avancée qu'on observe depuis un peu plus d'1 an, on va dire, qui est de travailler sur des jumeaux numériques, parce que c'est quand même très compliqué de travailler directement sur les systèmes réels, quoi. Alors justement, vous commenciez à l'évoquer, est-ce qu'on peut détailler un petit peu les bonnes pratiques? Alors les bonnes pratiques, vous savez, l'ANSSI a régulièrement publié des guides, dont un guide qui est plutôt adapté, j'allais dire, pour les systèmes d'information, mais qui pourrait être transposé d'ailleurs sur les systèmes OT, sachant que l'ANSSI a aussi fait des guides pour la conception sécurisée des systèmes industriels, avec des niveaux de hiérarchie dans la criticité des systèmes. Voilà. Donc certainement, vous savez, ces systèmes-là, ils sont comme les autres systèmes, hein, ils réalisent une fonction, ils ont des failles, donc la première démarche, c'est l'analyse de risque. Après, la manière dont on conduit l'analyse de risque et surtout l'analyse de la valeur qui va suivre, c'est-à-dire les recommandations de politique de sécurité, celles-ci, elles sont très différentes pour un outil que pour un système IT, parce qu'il n'y a pas énormément il y en a, mais il n'y a pas énormément de choix de solutions de sécurité. On ne va pas mettre dans un PLC un antivirus, typiquement, ou un EDR, même si ça pourrait être imaginé. Mais il faut imaginer d'autres types de solutions, quoi. Et notamment la détection. Ça veut dire que sur la partie analyse de risque, par exemple, on sait que sur l'IT, il y a entre guillemets, des standards, par exemple la partie IBIOS. On a la même chose qui se fait aussi sur la partie industrielle? On peut tout à fait on peut tout à fait appliquer une EBIOS CRM sur un système OT, il n'y a aucune difficulté à ça, mais il faut simplement avoir dans l'état d'esprit que les solutions de sécurité qui vont être la conséquence de l'analyse de risque ne seront pas les mêmes que sur un système IT. On a moins de marge de manœuvre, c'est plus compliqué de par l'environnement en fait. Et puis, il y a un côté temps réel, il ne va pas falloir trop bousculer le côté temps réel, quoi. Donc, en fait, on va beaucoup travailler plutôt sur de la prévention, l'isolation du système. Et quand le système doit communiquer avec l'extérieur, ce qui peut être le cas avec des usines de production qui sont interconnectées, hein, pour tout un tas de raisons, va falloir vraiment bien filtrer tout ce qui sort et tout ce qui rentre dans les sous-systèmes, en l'occurrence, quoi. Donc, finalement, quelles sont les limites de la cybersécurité des systèmes industriels? Les limites, alors tous les systèmes sont même l'IT, hein, il y a toujours des limites qui sont l'analyse de la valeur, c'est-à-dire qu'on cherche à résoudre le maximum de problèmes avec le minimum, j'allais dire, d'investissement et puis d'énergie, évidemment. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Pour l'OT, les limites, c'est ce que va accepter la production en réalité. Parce que si on vous dit il faut de toute façon appliquer des patchs tous les 3 jours, est-ce qu'on est capable d'arrêter une production pendant plusieurs heures pour faire ces mises à jour, pour tester les non-régressions liées aux mises à jour, qui sont aussi une difficulté. Il ne s'agit pas de mettre à jour, il faut vérifier que ça marche comme ça doit marcher. Donc tout ça, c'est des coûts, tout ça, c'est... alors, ce n'est pas seulement des coûts, j'allais dire, d'ingénierie sur l'outil, c'est surtout le fait d'arrêter de la production qui est un coût énorme, quoi. Et ça, dans tous les secteurs de l'industrie, hein. Est-ce qu'il y a un autre élément en limite qui est les questions de compétences? Parce que quand on discute avec des gens qui sont spécialisés dans la cybersécurité de l'OT, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont déjà seuls. Ils ont quand même beaucoup de difficultés à dialoguer avec l'IT. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde de convergence OT-IT, et on a l'impression que c'est 2 mondes complètement différents et qui ont du mal à se parler. Alors, ça fait longtemps qu'on a eu une dizaine d'années à peu près une dizaine d'années qu'on a eu cette réflexion en disant on part de beaucoup plus loin avec l'OT parce que ça fait 10-12 ans, enfin depuis Stuxnet, hein, comme on l'a dit, où effectivement on a une meilleure prise en compte, une meilleure conscience de la fragilité des systèmes.
C'est déjà pas simple de convaincre une direction générale de la fragilité de l'IT. Alors, aller expliquer que dans l'OT, il y a un risque qui est quand même beaucoup plus sournois, hein, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre quand même, c'est pas évident. En plus, le côté compétence, c'est que naturellement, dans les métiers de l'informatique, la cybersécurité est enseignée depuis assez longtemps. Dans les métiers de l'automatisme, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que quand on va voir des automaticiens, des gens qui conçoivent des systèmes, par nature, et ça c'est vraiment une caractéristique hein, de conception, toutes les informations doivent être, par exemple, dans un système à base de PLC, hein, des automates industriels, toutes les variables doivent être partagées entre tous les PLC pour que chaque PLC puisse être au courant des valeurs des variables des autres PLC. Et ça, c'est antinomique avec la cybersécurité, quoi. Donc, vous voyez, conceptuellement, c'est déjà assez compliqué. Ensuite, il y a globalement dans l'industrie un manque de personnel en cybersécurité. En Europe, il doit manquer 200 ou 300 000, il y a 300 000 postes ouverts en sécurité pour lesquels les postes sont vacants, quoi, ne sont pas couverts. C'est 500 000 en Amérique du Nord. Donc, vous voyez, et alors d'autant plus dans le domaine de l'OT, donc c'est très compliqué. C'est en train petit à petit d'être résorbé parce qu'il y a tout un tas de formations qui ont été créées depuis plusieurs années et il y a des wagons de nouvelles générations d'ingénieurs qui arrivent. Malgré tout, il y a une carence énorme encore et ça se traduit par un manque d'une part de prise de conscience dans toutes les strates de l'industrie, de la fragilité des systèmes, puis d'autre part, il n'y a pas forcément les gens non plus. Donc, on en a encore pour quelques années à avoir des systèmes fragiles comme ça qui vont malheureusement se faire attaquer, quoi. Alors, Patrick Rébard, peut-être dernière question sur justement les évolutions des systèmes industriels. On entend beaucoup parler aujourd'hui de la partie Edge et la partie Cloud Computing. Justement, est-ce que cette bascule, ou en tout cas cette migration vers ces nouveaux systèmes, vont peut-être améliorer aussi la cybersécurité des systèmes industriels, parce que par défaut, entre guillemets, c'est du security by design, c'est peut-être déplacer aussi la cybersécurité vers d'autres acteurs. Comment vous le percevez, vous ? Alors, effectivement, le fait d'avoir des solutions as a service aujourd'hui vont certainement bien améliorer, ça va démocratiser, je dirais, l'accès à des services de sécurité, peut-être à des prix plus raisonnables, pour la communauté du monde industriel, effectivement. Ça reste à démontrer parce que, autant sur le plan fonctionnel, effectivement, ça peut être extrêmement intéressant. Hein. Moi, je connais des sociétés, alors j'en vois une en l'occurrence d'origine israélienne, et quand on en parle à des clients potentiels, les gens les responsables en tout cas des systèmes industriels sont quand même extrêmement réticents à ouvrir les portes vers l'extérieur pour du pentesting ou des choses comme ça depuis l'extérieur. Donc c'est quand même aussi compliqué. Hein, je ne suis pas certain que l'ouverture, même si c'est quelque chose qui reste à démontrer, mais je ne suis quand même pas complètement certain que ça va... il y a des freins, chez les décisionnaires qu'il va falloir, et des caps qu'il va falloir franchir pour que ça puisse réussir. Merci beaucoup Patrick Hébrard pour ce focus et cet éclairage. Merci à vous, à bientôt. Et nous poursuivons cette matinée. Suite de cette émission où j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Couzy. Laetitia, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes responsable RSE chez France pour Dell Technologies. Avec vous, on va évoquer justement cette question de l'industrie du futur et qui se rapproche un petit peu de la RSE. Alors, première question, finalement, comment la RSE accompagne justement l'industrie 4.0 ? Alors, il y a peut-être un postulat de base à donner, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les industries et les entreprises s'alignent quand même sur les accords de Paris, donc avec la limitation des gaz à effet de serre à 1,5 degré dans les années qui viennent. Et c'est effectivement un élan qui est déjà donné à partir de ce postulat-là. Alors on va revenir justement, il y a un deuxième élément, mais on va y revenir un petit peu juste après. Juste rebondir sur la partie accord de Paris. Finalement, comment on fait pour intégrer, ou en tout cas se rapprocher des accords de Paris ? Alors, bon, effectivement, le jeu consiste à limiter ces émissions de gaz à effet de serre, donc sur les 3 scopes. Donc, on a le scope 1, et le scope 2 et le scope 3. Alors, pour le rappel, juste définir ce que c'est les 3 scopes, si on peut... Oui, bien sûr. Donc, le scope 1, ce sont les émissions donc, qui sont générées par nos propres installations. Le scope 2, c'est les émissions qui sont générées par les énergies qu'on va utiliser.
Et le scope 3, en fait, ce sont les émissions qui sont générées à la fois par les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement et les utilisateurs finaux. Et alors justement, le scope 1, en général, c'est la partie entre guillemets la plus facile, le scope 2 encore un peu plus difficile, et le scope 3 c'est vraiment un peu plus compliqué. Alors c'est vrai que le scope 1 et le scope 2 c'est la partie la plus facile parce qu'effectivement ce sont les émissions qu'on génère, donc on a plus de levier d'action sur ces sujets-là. Donc Dell Technologies a réduit depuis 2018 de 38% ses émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 en tout cas. Et la partie la plus challenging, c'est effectivement le scope 3, parce que ce sont les émissions qu'on ne génère pas directement. Donc il faut entraîner avec nous les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement pour justement les amener à baisser leurs émissions, et puis aussi travailler avec nos clients et nos partenaires pour les baisser. Et on est tous... donc dans cet écosystème, on est tous interdépendants sur ce scope 3. Donc c'est vrai que là, les entreprises technologiques comme Dell peuvent aider ses clients ou ses partenaires à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre également. Il y a un cas concret, est-ce qu'il y a des choses qui sont visibles, ou en tout cas qui sont faites sur cette partie-là? Alors, oui, alors le fil conducteur, ça va être l'innovation, je pense, parce qu'on ne peut pas avancer plus dans le développement durable sans projet stratégique innovant pour les différents groupes. Et Dell Technologies, justement, a construit sorti cette année un concept, qui est le concept Luna, et qui vise justement à réutiliser les éléments de ce concept pour sa stratégie de réduction dans la partie développement durable. Donc notre groupe, on a des objectifs pour réduire justement notre empreinte carbone. Et ce concept s'inscrit à la fois dans cette ligne-là, et il résonne aussi avec les éléments de la loi française sur les indices de réparabilité, plus de durabilité, de réutilisation du produit. Et ce concept s'inscrit complètement dans cette dynamique, puisqu'il est conçu pour être plus réparable, plus durable, avec justement une imitation des matériaux qui le composent. Pour qu'on soit bien clair, le concept de Luna, on est d'accord, c'est un PC. C'est un PC ou ça peut être un serveur? Là, en l'occurrence, ça a été fait sur la base d'un ordinateur portable. D'accord. C'est vrai que l'offre de Dell Technologies est assez vaste, de bout en bout. Donc, chacun des éléments qu'on a mis dans le concept vont effectivement être réutilisés pour l'intégralité de notre offre. Pas forcément que pour les ordinateurs portables, tout à fait. Un deuxième volet, Laetitia Cusi, est sur la partie inclusion et diversité. C'est vrai que c'est une partie qu'on connaît peut-être un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette partie-là? C'est vrai qu'il y avait une étude qui était sortie du Boston Consulting Group qui disait que les entreprises qui ont une politique de diversité et inclusion forte génèrent plus de 19% de revenus. Donc en fait, la RSE ici, sur cette partie-là, est aussi un moyen pour les entreprises d'être toujours plus compétitives, parce que c'est quand même aussi ça... on ne peut pas l'enlever, donc ça fait partie du marché. Donc c'est vrai que d'avoir une politique de diversité et d'inclusion forte, c'est un bon moyen pour les entreprises de rester compétitives sur le marché. Nous, chez Dell Technologies, on a quand même énormément insisté sur cette politique de diversité et d'inclusion. On a beaucoup de groupes de diversité différents, que ce soit sur les différences de culture, de religion, d'orientation sexuelle, beaucoup de groupes, on en a 9 au total en France, et 13 dans le groupe. Et notamment, on a aussi des groupes de diversité pour les femmes dans les entreprises. C'est vrai que les femmes dans les entreprises technologiques ne sont pas les plus nombreuses, mais on suit ça également de façon régulière. On met des KPI et des actions en place pour s'améliorer, ce qui fait qu'en 2021, on est arrivé à un index d'égalité professionnelle femmes-hommes de 94 sur 100, ce qui est quand même un beau score dans une entreprise de technologie. Ça veut dire d'avoir aussi la problématique souvent de l'inclusion et de la diversité. Il n'y a pas nécessairement que de la partie recrutement des entreprises, mais même aussi formation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en amont par rapport à cette problématique? Pour attirer les talents dans les entreprises, oui, tout à fait. Il y a des formations qui sont faites en amont. Donc, on travaille avec des associations aussi pour nous aider dans ce domaine-là, et attirer les jeunes filles dans les métiers de la technologie notamment. On a des programmes avec l'association FAS par exemple, Fondation Agir contre l'exclusion, un programme qui s'appelle Wi-Fi,
Ça fait 7 ou 8 ans qu'il existe, je crois. Et donc effectivement, le but, c'est dès qu'elles sont en 3e, donc dans leur stage de découverte en entreprise, on leur montre les différents métiers qu'elles peuvent faire plus tard dans l'industrie technologique. Et bon, c'est vrai que c'est un projet de longue haleine, mais bon, ça marche et c'est ce qui me permet aussi d'arriver à des scores tels que je viens de vous le donner tout à l'heure. Peut-être dernière question sur l'évolution, en tout cas le futur, ça va passer par quoi? J'allais dire plus d'investissement, plus de projets, on a parlé des liens avec les associations, et puis même aussi, même question pour la partie RS, enfin la partie environnementale, durable, ça va dans quelle direction? On a vu que c'était conceptuel avec des évolutions. Ouais. Vers quoi on va sur les deux côtés? C'est conceptuel, tout à fait. Surtout, et bon, après, il y a aussi toute la partie réutilisation et gestion du fin de cycle de vie des produits. Donc, toujours une meilleure gestion de cette partie de fin de vie aussi. D'ailleurs, les entreprises, maintenant, enfin, il y a 95% des appels d'offres qu'on reçoit aujourd'hui contiennent des questions RSE de la part de nos clients. Et cette partie de fin de vie, on voit que maintenant, elle rentre, il l'intègre dès le départ au moment de l'achat des solutions. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et petit à petit, effectivement, ça va devenir des éléments vraiment importants. Et sur la partie diversité et inclusion, oui, bien sûr, il y a la partie aussi impact social en local. C'est de nouvelles initiatives, toujours plus de créativité. Et ça aussi, c'est insufflé par les employés dans l'entreprise. Donc, c'est bien aussi d'écouter. Chez Dell Technologies, on a cette chance d'être toujours écouté à quelque niveau qu'on soit dans l'entreprise et de pouvoir mener des projets moyen-long terme sur des sujets qui nous touchent, des valeurs qui nous concernent et d'avancer effectivement sur ces sujets sociaux et sociétaux. Et il y a beaucoup de bénévolat aussi. Il ne faut pas l'oublier aussi sur beaucoup de bénévolat, oui, tous nos projets s'accommodent de bénévolat. On fait régulièrement des courses pour des causes comme les cancers féminins et puis également les cancers masculins. Tous les ans on fait ça et donc Covid, pas Covid, confinement, pas confinement, les salariés sont toujours mobilisés autour de ces sujets. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Laetitia Couzy pour cet éclairage. Merci à vous, merci Jacques. Et nous continuons cette émission. Nous poursuivons donc cette matinée où j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Adakari. Fatima, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Global Data Analytics Director chez Nexans Group. Alors peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous définir ou en tout cas nous rappeler qui est Nexans? Et puis après on va parler de votre rôle exact. D'accord, très bien. Alors Nexans c'est un groupe industriel mondial, leader dans l'industrie de câbles. L'existence de Nexans remonte à plus de 120 ans. C'est un pionnier dans l'électrification, on peut le dire ainsi. Nexans aujourd'hui a fait le choix de l'électrification et de repositionnement, c'est ce qui est en ADN de base. Et vous aviez un côté diversifié, c'est-à-dire vous avez une partie télécom à un moment et vous avez aussi cette partie électrification. Exactement. En fait, le groupe adressait tous les marchés, tous les secteurs. Donc l'électrification, ce que nous on appelle le bâtiment et le bâtiment et les territoires, la haute tension, mais aussi l'industrie, en fait tout secteur industriel et les télécoms. Et aujourd'hui, le choix stratégique depuis 2021, c'est de recentrer le groupe sur l'électrification parce que le monde s'électrifie davantage. Cela contribue aussi à la neutralité carbone. Et alors, je rappelais, donc votre poste est Global Data Analytics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que représente finalement la data au sein de Nexans? Tout à fait. Alors, parmi les choix stratégiques du groupe, au-delà de l'électrification, c'est de mieux servir nos clients à travers l'innovation. Et dans ce sens, Nexans investit et mise beaucoup sur les offres au-delà du câble, sur des offres de services et de solutions qui sont basées sur le digital et la data. On pense que le monde se dirige vers ça et c'est comme ça qu'on peut créer de la valeur aux clients. Donc on dit qu'on souhaite vraiment œuvrer pour être une data-driven parce qu'aujourd'hui, la data, c'est de l'or noir, l'équivalent. Juste pour avoir une petite information sur justement ces types de services, c'est quoi exactement comme type de service? Est-ce que vous avez un exemple? Bien sûr, en fait, aujourd'hui, le type de service, c'est celui qu'on met aujourd'hui sur le marché, c'est les tourets connectés. Donc c'est une offre de service. Au-delà du touret, on met des balises, en fait, c'est de l'IoT.
Et avec ça, on aide nos clients à mieux gérer les tourelles, leur positionnement, le stock en fait, hein, c'est-à-dire on sait dire le touret, le câble enroulé, il est à tel, donc il faut réapprovisionner le chantier. Donc c'est un exemple de service qu'on offre aujourd'hui. On offre aussi des armoires connectées pour les télécoms. Donc là, c'est des balises aussi où on sait détecter et envoyer des informations sur les armoires de télécoms qui sont dans les rues. Et troisième exemple, c'est l'offre Vigifield. Et en fait, c'est des balises qu'on met sur les câbles c'est un anti-vol, un anti-theft. Donc en fait, ça détecte quand il y a une coupure et ça alerte le client comme quoi il y a un problème, que le câble a été volé. D'accord. Voilà. Alors avant d'évoquer le jumeau numérique que vous avez utilisé, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet E3 ? Oui, bien sûr. Alors, si on fait juste l'historique, donc du coup, des grands choix stratégiques depuis 2021, et qui sont neutralité carbone, l'innovation et un repositionnement vers l'électrification. Donc c'est des piliers qui sont forts, c'est des orientations fortes, et donc en fait le groupe a conçu un modèle de pilotage qui est unique, on appelle E3 pour économique, environnement et engagement. Cela sous-entend qu'on pilote à tous les niveaux de l'organisation à travers ces trois piliers, et c'est jamais l'un sans l'autre. À chaque fois qu'on va prendre un engagement, on investit ou une initiative sur l'un des piliers, on va aller mesurer l'impact sur les deux autres. Donc c'est assez innovant. J'avoue qu'on a regardé, moi, en travaillant là-dessus pour l'automatiser et l'industrialiser, on n'a pas beaucoup d'écrits, et c'est dans ce sens qu'on dit que c'est quand même un modèle de pilotage relativement unique, parce qu'il y avait tout à bâtir, ce qui était assez intéressant et excitant en même temps. Alors vous avez dressé le tableau du projet E3. Au sein de ce projet, il y a donc le fameux jumeau numérique, enfin un jumeau numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, pourquoi vous avez choisi cette option-là? On entend beaucoup parler de jumeau numérique sur, je vais dire, une homothétie de la partie industrielle. Tout à fait. Là, pour le coup, c'est un jumeau numérique simulable, mais sur des choses réellement concrètes. Différent, oui, tout à fait. Alors, si on se penche sur cette problématique triptyque, finalement, j'ai trois piliers et je dois à tout moment savoir, quand je touche un pilier, ce qui se passe chez les autres. Donc, en fait, on peut se baser sur la data. Bien sûr, la base, avant même de parler du jumeau numérique, c'est de mesurer notre empreinte carbone. Nos mesures financières, on les connaît, et nos statistiques HR, en fait, c'est l'engagement, on les a. Donc, on a fait un gros travail sur la partie data pour la cleaner, pour la mettre à disposition. Le jumeau numérique était intervenu face à la complexité des données. Parce que finalement, en traitant ces trois piliers, on balaie la totalité des process de l'entreprise, l'industrie, la supply chain et le financier et le HR. Donc on est finalement dans un univers complexe. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est pas seulement mesurer, mais simuler. Donc, toute initiative qu'on prend, on souhaite savoir son impact en temps réel sur les deux autres piliers, sur différents KPI, et avoir une projection à long terme. On a des engagements forts à 2030 sur la neutralité carbone, et donc toute initiative, on doit être en capacité de mesurer quel est son impact sur le financier et sur l'environnement à horizon 2030 pour être en mesure de piloter correctement et bien sûr veiller tout le temps à ne jamais prendre une initiative qui impacte négativement l'un des deux. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas encore adressé la partie engagement, on est sur deux piliers, environnement et économique. Et donc l'idée, c'est toute initiative doit être mesurée et doit être simulée pour des prises de décision pour respecter l'engagement à horizon 2030. Alors justement, comment est-ce qu'il a été mis en place ce jumeau numérique et quel est le socle technique? Alors, le jumeau numérique, en fait, on s'est basé sur une solution de notre partenaire Cosmotech, donc, une société française. Qui est une société française spécialisée dans les jumeaux numériques dans les contextes industriels. Leur offre initiale, elle est plutôt axée asset management. Donc, en fait, c'est de la maintenance. Et donc, le jumeau numérique, on l'utilise par ailleurs pour ce cas d'usage sur la maintenance
d'une ligne de production, en fait. Donc, on simule des actions. Donc là, le jumeau numérique, on l'a installé sur notre cloud Azure en mode pass. Et donc, en fait, on combine à la fois la technologie de Cosmotech, de jumeau numérique, et à la fois les technologies du cloud Azure pour pousser la data à partir d'un data lake, en passant par l'ADT de Azure vers le jumeau numérique de Cosmotech. Juste pour sur la partie technique, justement, vous parliez tout à l'heure de la problématique de complexité des données. Vous aviez une problématique de format, de sources de données qui était justement multiple et que au bout d'un moment... Bien sûr, exactement. En fait, aujourd'hui, quand on adresse ces différents volets, on a d'abord les données industrielles. Donc, en fait, il faut qu'on puisse aller sourcer la donnée industrielle, surtout dans notre problématique environnement. Donc, on parle de scope 1 et scope 2. Donc, c'est l'énergie fossile, gaz, fuel, SF6, etc. Et le scope 2, c'est l'électricité. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de récupérer les consommations d'énergie auprès des usines. Et donc là, il faut qu'on puisse ingérer, aller chercher à la source de données qui aujourd'hui, en fait, on va se baser sur l'usine 4.0 pour récupérer à partir des IoT des machines les consommations d'énergie. Donc ça, c'est sur le volet industriel. Par ailleurs, le scope 3, on a adressé la partie transport, amont, aval. Et là-dessus, pour la partie aval, on va chercher les données à partir d'un outil qu'on appelle Track and Trace. Voilà. Il s'appelle Shipeo. Voilà, c'est Shipeo, en fait, c'est basé aussi sur des balises GPS qu'on met sur les camions et qui nous donnent les trajets, les poids avec les adresses clients. Et donc là, on serait en mesure aussi de mesurer l'impact CO2 de toutes les livraisons vers des clients. D'accord ? Mais nous, en fait, par ailleurs, une fois qu'on a cette information, on va simuler ce que nos clients, si on prenait un autre scénario, changement de camion, passer sur faire que du full load, changer de trajet, faire du multimodal. Et donc, en fait, on peut projeter ces scénarios, les simuler leur impact et avoir un échange concret et factuel avec nos clients pour trouver ensemble des solutions par rapport à cette problématique de carbone neutre. Parce que sur le parti transport, nous, c'est quand on livre nos clients, pour nous, c'est de l'aval pour le client, mais pour eux, c'est de l'amont. Donc en fait, la problématique elle est la même. Et vous adressez les trois scopes. Exactement. D'accord. Il n'y a pas le scope 3 est déjà en... Partiellement. Ouais. Donc sur le scope 3, en fait, là, on respecte exactement l'engagement carbone neutral de 2030. C'est scope 1, scope 2 et une partie du scope 3 qui est le transport amont-aval. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la suite du scope 3, mais on est encore en phase d'étude. Et vous avez parlé un petit peu de l'impact concret que vous voyez des simulations obtenues. Est-ce que vous avez des recommandations à faire, du coup, face à ça? Bien sûr, en fait, c'est l'impact, les recommandations en fait, qu'on peut donner aujourd'hui. C'est vrai que jusqu'au-là, on était face à une complexité pour des prises de décision. On était face à une multitude de rapports et de résultats d'études pour un dirigeant à tout niveau. Ça peut aller d'un plant manager à un patron d'une business unit ou à un patron d'un business group. C'est relativement complexe d'avoir la certitude qu'on fait les meilleurs choix. Là, en fait, en consolidant l'ensemble et en regardant d'une manière très visuelle, très simple, très concrète, des courbes avec des scénarios, ça nous dit très clairement où est-ce que j'en serai à 2030, où est-ce qu'elle sera, est-ce que je suis, par exemple, parce qu'en fait, les jumeaux numériques, on a 3 scénarios. En réalité, on a un scénario où on ne fait aucune action, on ne fait rien. On fait de la croissance, on continue, et puis là, on voit cette courbe, où est-ce qu'elle nous emmène. On a un scénario qui nous dit, voilà ma target, j'ai 2 courbes. Très souvent, très probablement, si je fais que croître, et je regarde par rapport à ma courbe, je suis en V à 2030. Et là, ce qu'on appelle les what if scénarios, tous mes scénarios de simulation, c'est la 3e ligne. Cette 3e ligne, elle va se positionner entre les deux, et l'objectif, c'est qu'elle va plutôt vers la courbe target. Et cette courbe-là, la target, elle est que environnement aujourd'hui, les moins 4,2% qu'on connaît, en fait, moins 46% à horizon 2030.
Donc elle est la même hein, pour toutes les entreprises qui sont engagées vers la carbone. Nous, cette courbe-là, il faut qu'elle tend vers la target, bien sûr, sur l'environnement, mais en même temps, on regarde en parallèle les courbes financières. Donc il ne faut pas que, si je vais vers, ça veut dire que j'ai potentiellement investi massivement et que potentiellement je suis en train de détériorer mon ROCE, mon Return sur Capital Employed, qui est notre engagement vis-à-vis des investisseurs. Donc en fait, on regarde en permanence sur le même écran les deux volets, environnement et financier, et l'objectif, c'est de trouver tout le temps le meilleur équilibre par rapport à la cible. Pendant que vous étiez en train de parler, on a passé quelques images justement des dashboards, en tout cas des outils de pilotage justement sur ce que vous parliez, capital employé et puis investissement dans le développement durable. Est-ce que vous avez des éléments concrets, c'est-à-dire que quand on a ces tableaux de bord, vous parliez des unités de production, des directeurs d'industrie, quel est le cas concret de modifications qui font que la courbe, justement, corresponde bien. Tout à fait. Alors, nos tableaux de bord, ils sont faits de telle manière que ça soit du top-down et du bottom-up. C'est-à-dire que dans une entreprise, bien sûr, il y a des choix stratégiques qui vont émaner de COMEX. Donc là, il faut qu'on montre synthétiquement, à l'échelle groupe, comment toutes nos unités se positionnent sur les deux axes, financier et carbone. Et c'est là où on parle, pourquoi on parle de ROCE carré, retour sur capital employé et retour sur carbone employé. En fait, on mesure nos tonnes vendues sur tonnes d'émissions et le ROCE financier. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le positionnement de nos unités, ça nous donne des choix d'investissement et des priorités du plus haut niveau. Donc voilà, on sait quelles sont les unités sur lesquelles il y a des actions à faire en priorité. Quand je zoome sur ces unités-là, qui sont des business units ou des business groups, je peux descendre au niveau de l'usine. Donc je montre à un patron de BU, par rapport à son entité, à son unité, voilà comment ces sites ils sont classés. Donc ça lui donne aussi à lui des priorités. Et une fois que j'ai le site, je peux zoomer davantage pour voir dans quelle direction il faut aller. Est-ce que ça vient davantage de la partie usine industrielle ou est-ce que ça vient davantage à partir de la supply chain, c'est-à-dire les transports? Et là, en fait, on a ces deux axes qui se croisent au niveau le plus fin. Et ça veut dire qu'au niveau le plus fin, je sais très bien en tant que patron de site, là où je dois mettre mes efforts pour atteindre l'objectif. Tout en veillant tout le temps, parce qu'en fait, on met beaucoup d'indicateurs financiers. Donc en fait, soit j'investis, je touche les capitaux employés, soit j'achète, je touche mon EBITDA. Et tout ça, l'outil de simulation nous donne cette capacité justement d'abord de voir pour faire ses choix et gérer ses priorités. Ensuite, de simuler l'action. Et l'outil de simulation, il est entre les mains de toutes les usines. Et de voir l'impact que ça a. Et avant même de remonter au niveau, si je suis au niveau de l'usine, avant même de le remonter à mon patron de BU, je suis personnellement en capacité de voir et de gérer mes priorités et de voir qu'est-ce que je garde et là où ça ne vaut pas le coup. Est-ce qu'il y a des systèmes de recommandations, par exemple quand on parle des usines, pour des types d'amélioration? Je ne sais pas, par exemple on intègre du photovoltaïque. Bien sûr. Dans ces cas-là, on a un impact direct et on peut le simuler. C'est quel type de recommandations En fait, si on est sur l'énergie, alors l'avantage qu'on a, c'est que comme c'est un outil groupe, donc il y a du partage. D'abord, tout le monde a la capacité de voir des initiatives les plus payantes. Donc, du coup, il a la capacité de dire, tiens, ce modèle, parce qu'au-delà du fait de faire du photovoltaïque, en fonction des pays, ils vont faire des choix de contractualisation qui sont différents. Et c'est intéressant parce que ça, tout le monde peut le voir. Donc c'est un outil qui est partagé par tout le monde et tout le monde peut aller prendre une recommandation ou une initiative qui a fait ses preuves dans un pays et pourquoi pas la tester chez moi et voir ce que ça donne. Tout en sachant que, bien sûr, dans l'environnement, il y a des facteurs d'émission qui jouent un rôle et que l'impact des initiatives, il n'est pas le même que je sois en Afrique, en Europe, en Amérique latine, parce que les facteurs d'émission, ils ne sont absolument pas les mêmes. Donc on ne fera pas les mêmes choix,
mais on a cette capacité très simplement de simuler et de voir les résultats, parce que des fois on peut trouver une initiative très séduisante parce qu'elle a vraiment produit de l'effet, sauf que les photovoltaïques, si je les fais en Afrique où le facteur d'émission est très élevé, l'impact est très fort. Si je fais ça dans les pays d'Europe ou même l'Amérique du Nord, l'impact il va être faible. Donc ça veut dire que mes efforts, je dois plutôt les faire sur le gasoil, en fait, sur mes moyens de transport, plutôt que sur l'électrification. Sur du GNL oui, tout à fait. Voilà. Des gaz, du biomasse, du gaz non comprimé. Changer même les tracks, en fait, faire plutôt que du gros camion et éviter de faire des petits camions de 32 tonnes et partir sur des... et puis même réanalyser les trajets, réanalyser toute la chaîne de distribution. Où c'est que vous en êtes aujourd'hui finalement? Maintenant que vous avez commencé à utiliser ce jumeau numérique, vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est en plein déploiement à l'échelle groupe, donc on fait plutôt on fait un panachage par zone géographique et par BU. On en a déployé sur un certain nombre. On vise de finaliser le déploiement au moins pour tout le périmètre électrification pour la fin de l'année, suivi par la haute tension. Et puis pourquoi pas embarquer nos amis de l'industrie et du télécom. Parce qu'une fois qu'on a fait nos preuves, la réalité c'est qu'on a tout le scope en fait. Ça ne nous coûtera pas plus cher de leur offrir cette solution en même temps. Et en même temps, en parallèle, on travaille sur le scope 3 en fait, en fin de vie des produits et utilisation de nos produits, parce que c'est quand même 97% de nos émissions et sont issues de l'utilisation de nos câbles. Là, c'est toute la question du recyclage. Exactement, exactement. Et là, on est en phase d'étude parce qu'il faut qu'on stabilise toutes les méthodes. Aujourd'hui, tout ça, en fait, tout le monde le fait en apprenant. Et donc, il faut certifier toutes les méthodologies d'abord, avec Europacable et nos confrères. Et une fois qu'on est là, nous, on peut passer à l'acte, mais pour mettre en œuvre ces modes de calcul et ces méthodes. Mais ce côté data, on travaille déjà sur la collecte et les sources de données, parce que là, vous évoquez tout à l'heure la R&D, beaucoup de données pour ce scope-là, elles sont issues et travaillent avec la R&D. Peut-être dernière question, une des vertus aussi finalement de ce projet, de ce travail, c'est qu'il y a une sensibilisation aussi aux questions d'environnement et de développement durable au sein de l'entreprise. Il y a aussi un effet entre guillemets bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour le citoyen. Tout à fait. Tout à fait. Ça, en fait, moi je travaille avec le RSE, bien sûr, avec l'équipe CSR, et ça devient un outil aussi de communication et de sensibilisation, et c'est juste que ça facilite la tâche, et l'impact du jumeau numérique là-dessus pour être en capacité de simuler facilement et simplement, il est génial. En fait, il est énorme. Parce que les gens, ils sont un peu ébahis. C'est super, parce qu'en fait, c'est un sujet vraiment complexe. Tout le monde prend des engagements et on croit que c'est simple, mais in fine, on est face à une masse de données et on ne sait pas quel choix faire, quelle direction prendre, tout en sachant qu'on est malgré tout engagé. Sur l'électrification, ok, très bien, aujourd'hui on peut s'orienter vers le rachat de certificats, mais tout le monde va faire ça. Les certificats, le prix va monter en flèche, et de la compensation. Donc tout le monde ne pourra pas. En fait, aujourd'hui, et puis on voit que le prix il augmente et que tout le monde choisit ça parce que finalement, c'est le choix de la facilité en réalité. Alors que nous, avec ces jumeaux numériques, on a toute la donnée, elle est visuelle, elle est simple. On a la capacité à travers le jumeau numérique de mesurer toutes les actions, peu importe l'idée qu'on a. C'est pas compliqué. Juste, on appuie sur le bouton et on donne juste quelques éléments et ça nous simule l'impact. Et du coup, on dit ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et il est transparent dans la mesure où, de plus haut, c'est-à-dire de notre CEO au plant manager, tout le monde travaille sur la même base et tout le monde a la capacité de visualiser la même chose. On ne fait, nous, que agréger. En fait, l'outil agrège tous les impacts pour montrer au plus haut niveau quel est l'impact, où est-ce qu'on en est. Est-ce que je suis bien par rapport à mes investissements? Si je fais un total CAPEX, un total saving, parce que les initiatives, elles demandent du CAPEX.
de l'investissement, c'est sûr, mais ça génère aussi des savings. Parce que quand je fais du photovoltaïque, c'est de l'énergie en moins que je ne vais pas payer. Quand je vais faire peut-être du multimodal, c'est des coûts en moins sur le transport. Et tout ça, en fait, on l'affiche au plus haut niveau, c'est juste pour montrer qu'on est sur le droit chemin et qu'on s'oriente vers le respect de notre target. Finalement, la seule limite, c'est l'imagination. Exactement. Fatima Dakiri, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Merci à vous. Il est temps maintenant de conclure cette émission. Merci de l'avoir suivi. Juste avant de vous quitter, pour vous indiquer que le dernier numéro du Monde Informatique, le LMI Mag, vient de sortir. Il est disponible par abonnement et aussi en téléchargement sur notre site du Monde Informatique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence.